RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Emmanuel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, membre de la gauche au Parlement européen. Vous avez lancé il y a 2 ans un parti qui s'appelle le Parti la gauche républicaine et socialiste. Voilà, vous avez plus vite que moi. On votait aujourd'hui à l'Assemblée nationale le texte de loi sur le séparatisme. Alors si vous étiez député, est-ce que vous l'auriez voté? Non, ça je ne l'aurais pas voté. Et d'ailleurs, c'est même pas un projet de loi sur le séparatisme, c'est un projet de loi confortant les principes républicains. Mais justement, la question c'est... C'est trop long à dire. Oui, mais justement, est-ce que ça conforte les principes républicains? Parce que les principes républicains, c'est pas seulement la laïcité ou la lutte contre les dérives sectaires, qui est nécessaire, mais c'est aussi les services publics, le modèle social, l'intervention de l'État. Il n'y a rien de tout ça, c'est une loi de circonstance. Et moi, je me méfie des lois de circonstance parce qu'elles sont souvent mal fichues, mal préparées, fourre-tout. Et c'est le cas de celle-ci. Qui d'ailleurs, si l'objectif c'était de viser l'islamisme radical, puisque c'est l'objectif avoué, même si c'est pas dans le texte, de toute façon, ça rate complètement sa cible. C'est vraiment le texte fourre-tout. Il n'y a rien sur le volet préventif. Casser les ghettos, promouvoir les services publics. Il n'y a rien non plus sur le volet répressif. Ça, c'est le volet social, effectivement. C'est ce que oui, mais c'est quand même pas rien. Non, mais d'accord, mais est-ce que vous considérez quand même qu'il faudrait laisser perdurer les prêcheurs islamistes dans les mosquées, évidemment que non. Les associations... mais est-ce que la loi répond à ça? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Citez-moi l'article sur les associations. Sur les associations, le seul truc qu'ils sont arrivés à faire, vous savez, il y a les associations de loi 1905, donc ça c'est pour les associations religieuses, associations loi 1901. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'associations cultuelles qu'on repasse en loi 1905. Et le résultat, parce que ça c'est quand même le plus cocasse finalement dans cette affaire, c'est que celles qui protestent le plus, c'est les protestants, justement, qui disent, mais alors c'est plus de complexité administrative, on n'y comprend rien. Bref, ça manque sa cible. Et clairement... Mais ça manque sa cible parce qu'on n'a pas suffisamment... cibler justement l'islamisme radical? Non, mais parce que ça brasse trop large. Ça manque sensible parce que c'est à la fois des mesures, soit qui sont inapplicables, soit qui sont déjà dans les textes de loi. Parce que la vérité quand même, quand on regarde la jurisprudence des tribunaux, la jurisprudence du Conseil d'État par exemple, il y a un certain nombre de choses qui sont d'ores et déjà faites. Mais par contre, il faut appliquer les textes. Or, ce n'est pas appliqué de la même façon pour lutter contre l'islamisme radical. Ce qu'il faut, c'est des moyens pour le renseignement. Ils sont où? Ce qu'il faut, c'est des moyens pour l'école. Ils sont où? Bref, c'est pour ça que je vous dis que ça manque sa cible. Et finalement, il y a cette espèce d'opération politique un peu navrante dont l'acmé aura été ce débat désolant entre M. Darmanin et Mme Le Pen, cette espèce de pas de deux un peu indécent, qui n'aura rien apporté aux Français et rien apporté à la France. Mais Emmanuel Morel, alors si on comprend bien, au fond, vous dites que ce texte qui, en effet, s'intitule « Loi confortant les principes républicains » ne répond pas à cette exigence-là de renforcer les principes républicains. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il est vrai que l'objectif avoué par le gouvernement était de lutter contre l'islamisme radical et la pression de l'islamisme. Est-ce qu'il aurait fallu faire une loi spécifique qui réponde à cette problématique-là? Non, mais on ne peut pas faire une loi spécifique déjà sur une religion. Ça, c'est anticonstitutionnel, on est d'accord. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est par exemple... Sauf si on imagine que l'islamisme n'est pas une religion, mais une idéologie. Je suis bien d'accord. C'est une dérive sectaire, voire même plus grave. Et ça, pour le coup, il y a des textes qui existent. Et j'aurais préféré, par exemple, qu'on renforce les moyens des associations de lutte contre les sectes, la Milvidude, qui aujourd'hui va être rapatriée à Beauvau, alors qu'elle fait un travail formidable. On parle du contrôle de l'enseignement hors contrat. Moi, je suis totalement favorable, mais ils sont où les moyens pour le faire? Il y en a de moins en moins. On parle de l'instruction à la maison. Moi, en tant que républicain, je considère que la place des enfants, c'est à l'école. D'accord? Mais ça, il suffit de le faire. Il ne s'agit pas d'inventer un énième texte fourre-tout. Parce que quand on regarde, moi j'ai lu le texte avant de venir, évidemment, même si je ne suis pas amené à le voter parce que je suis parlementaire européen, et on saute du coq à l'âne, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de vision, et franchement, on veut conforter les principes républicains. Quand on voit ce que Macron a fait depuis 3 ans, là, le bilan, il est
catastrophique, pour vous, désastreux. Pour vous, Emmanuel Morel, aujourd'hui, le problème de l'islam radical en France, est-ce qu'il est surdimensionné par un certain nombre de personnalités ou est-ce qu'effectivement c'est un problème grave qui, d'une certaine manière, gangrène le pays? Non, mais évidemment que c'est un problème grave. Le terrorisme, le sectarisme, bien sûr, et qui doit être combattu avec résolution et engagement. Mais ce que je dis, c'est que ce texte n'y répond absolument pas, et qu'en plus, il a été l'occasion pour le gouvernement de produire une petite musique, qui était une musique de diversion, parce que les Français sont surtout angoissés aujourd'hui par quoi? Par le Covid, le chômage, la pandémie. Et c'est pour ça que je vous parlais du débat Darmanin-Le Pen, parce qu'on en est arrivé à une situation... Les macronistes sont tellement obsédés par la présidentielle, et ils font ce pari fou et dangereux de dire... Seuls, hein. Oui, mais en PS, l'occurrence, je suis plus au PS. Mais en l'occurrence, leur seul pari, c'est de dire on affrontera Marine Le Pen au deuxième tour. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'était le cas du débat. On banalise Madame Le Pen, au point que M. Darmanin se met tout d'un coup à dire vous êtes trop molle, et on reprend un certain nombre de ses arguments. Je trouve que c'est dramatique et dangereux pour le pays au moment où il affronte des crises aussi graves. Parce que vous avez raison, il affronte la pandémie, le chômage, le terrorisme, c'était le cas plusieurs fois ces dernières années. Pour ça, il faut une opération de redressement national. L'islamisme, ça n'est pas que le terrorisme. C'est aussi au quotidien des difficultés pour les gens. Ça n'est pas que le terrorisme. Bien sûr, mais comme toutes les dérives sectaires, où le gouvernement ne fait pas le lien, ça doit être combattu avec force. Le gouvernement ne fait pas le lien, en tout cas, entre le terrorisme et l'islamisme, forcément, sur notre sol. Non, et l'immigration. Alors là, on mélange tout. Moi, je ne parle pas de l'immigration. Ça, c'est un débat qui est totalement à côté. D'ailleurs, encore une fois, ni M. Darmanin ni Mme Le Pen ne se sont dispensés de ces amalgames. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, quand même, les Français, ils sont confrontés à une pandémie, d'une crise inédite. Ils ont la trouille. Ils veulent qu'on leur donne des réponses sur les questions économiques, sur les questions sociales. Le gouvernement se plante à chaque fois. Il se plante sur les masques, il se plante sur les tests, il se plante sur les vaccins, parce qu'on pourra en parler. Et vous allez me dire que la seule chose qui les obsède aujourd'hui, c'est de savoir qui de M. Darmanin ou Mme Le Pen a les meilleures solutions pour lutter contre un courant idéologique que je combats avec la plus grande fermeté. Franchement, on est complètement à côté du sujet. Alors, vous faisiez, tout à l'heure, vous parliez du débat Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Le Rassemblement national s'est abstenu, lui. Finalement, comme le dit Gérald Darmanin, Marine Le Pen est devenue, en tout cas son parti, mou à côté de la droite qui a voté contre. Elle s'est abstenue. Mais en plus, regardez pourquoi la droite a voté contre. La droite, elle a voté contre essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle estime que ce dont je vous parlais tout à l'heure, les histoires d'associations, ça allait défavoriser un certain nombre de cultes. La deuxième raison, c'est qu'il y a des pressions, des lobbies en faveur de l'instruction à la maison qui poussent sur la droite. C'est pour ces deux raisons. Il faut arrêter de dire qu'un tel est mou, un tel ne l'est pas. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que pour ce qui concerne le plus les Français, la lutte contre le chômage de masse, la lutte contre la précarité. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de ce décalage absolu de cette stratégie de diversion. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y avait Mme Vidal, qui est censée être ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La recherche publique est dans un état catastrophique. Les chercheurs, ils ont besoin de moyens, ils n'en ont pas. Les étudiants, la précarité étudiante, précarité alimentaire, c'est des sujets quand même sérieux, ça concerne des millions de gens. Et le seul truc qu'elle trouve à dire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans la représentation nationale, c'est de dire je vais diligenter une enquête via le CNRS sur l'islamo-gauchisme. Dans les universités. Dans les universités. Et en plus, elle part dans un truc complètement confusionniste où elle parle à un moment du drapeau confédéré au Capitole. C'est comme si ça avait le moins de rapport. Donc on est vraiment dans de la diversion la plus médiocre, la plus lamentable, alors qu'on aurait au contraire besoin d'une stratégie de redressement de ce pays qu'on a bien besoin. Vous donneriez quelle définition, vous, de l'islamo-gauchisme ? Mais alors déjà, il y a deux choses. Dans le débat public, l'islamo-gauchisme, c'est devenu une sorte de vocable fourre-tout qu'on balance à la gueule de son interlocuteur quand on n'est pas d'accord. C'est pareil avec populiste. Moi, je me souviens, on me traitait de populiste quand j'étais, par exemple, contre le traité... C'est un mot valise, alors. Oui, c'est exactement un mot valise. Si vous voulez une définition très stricte d'islamo-gauchisme au sens universitaire, c'est il y a un certain nombre de courants d'extrême gauche, très très à gauche, qui considèrent que les nouveaux damnés de la Terre
ce sont les musulmans, et donc on va appuyer la révolution sur les musulmans. Mais ça, ça concerne une frange ultra marginale des mouvements politiques. Ça n'est pas un peu la ligne de Jean-Luc Mélenchon, ça ? Non, il ne faut quand même pas déconner. Un peu, je dis. Non, mais pas du tout. Mais son argument, c'est de dire on stigmatise... à la manifestation, à l'appel, par exemple, du CCIF. C'est encore autre chose. Cette manifestation, moi, j'y étais pas. Non, mais cette manifestation, il faut rappeler que dans le texte de l'appel à cette manifestation, il y avait une condamnation des lois liberticides contre les musulmans. Oui, mais d'ailleurs, texte signé par Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je n'étais pas présent à cette manifestation et je m'en étais expliqué précisément parce que j'étais en désaccord total avec le texte de l'appel, même si je me souviens quand même du contexte à l'époque. Et moi, j'ai beaucoup de gens, de camarades qui sont allés de bonne foi parce qu'ils avaient l'impression de participer à une marche antiraciste. Et le racisme en France, il existe, il progresse parfois et il doit être combattu résolument. Mais entre ça et cette espèce de nom d'oiseau qu'on balance régulièrement à la tête des uns et des autres, qui culmine aujourd'hui, je vous le dis, à l'Assemblée nationale avec ces 2 minutes délirantes de Mme Vidal, qui est sûrement la ministre la plus nulle de l'enseignement supérieur qu'on ait eu depuis peut-être même des décennies, en tout cas depuis De Vaquet. Franchement, on n'est vraiment pas à la hauteur. Vous voyez à quel point le débat est dégradé dans ce pays, alors qu'on aurait besoin d'apaisement, alors qu'on a besoin de dignité. Moi, franchement, ça me navre, et je pense que beaucoup de nos concitoyens sont navrés aussi. Peut-être un mot sur le G5 Sahel. Emmanuel Macron l'a fait, mais en visioconférence. Il a déclaré qu'il voulait en finir avec Al-Qaïda et Daesh. Et est-ce que il a dit également qu'il souhaitait que Barkhane reste en place, en tout cas qu'il n'y aurait pas de changement. Est-ce que c'est une bonne décision selon vous ? Écoutez, d'abord, il faut quand même penser à la fois aux 57 soldats français qui sont morts dans... C'est une des opérations les plus longues qu'on ait jamais connues, nous, sous la Ve République, aux 5000 soldats français qui sont là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 3 semaines, de rencontrer le président de la République de Mauritanie, qui essayait de m'expliquer la complexité de la situation au Sahel. Et donc, évidemment, c'est une opération qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Ce qui m'embête quand même, je vais vous dire, c'est que quand on engage tant de moyens militaires, quand ça coûte autant d'argent, c'est 1 milliard d'euros pour la France chaque année, la moindre des choses, ça serait d'avoir un débat parlementaire sur les objectifs politiques de l'opération. Or, il n'y a pas ça. Et c'est ce qui crée le trouble et ce qui fait que dans l'opinion, il y a de plus en plus de circonspection par rapport à cette opération. Mais la politique étrangère, on le sait, est le domaine réservé du président de la République. Oui, enfin, c'est pas totalement vrai d'un point de vue constitutionnel. Et puis, ça n'empêche pas de toute façon de faire un débat devant le Parlement et donc devant les Français. Oui, mais parce que autant un débat sans vote, quel intérêt ? Un débat où on nous dit voilà les objectifs, voilà le calendrier, voilà combien de temps on restera, je m'excuse, mais ça, c'est de la transparence. Parce que la première opération, vous vous en souvenez, là, c'était pour empêcher les djihadistes de rentrer dans Bamako. La légitimité, elle était totale, et d'ailleurs, ça avait été compris comme tel. Aujourd'hui, on ne sait plus trop exactement quels sont les objectifs, si ce n'est de contenir une menace qui est protéiforme, parce qu'il n'y a pas que les djihadistes, il y a les mafieux, les trafiquants de drogue, enfin, tout ça est très compliqué, sur au moins 5 pays qui souffrent, qui ne sont d'ailleurs pas tous dirigés par des démocrates exemplaires. Donc ça mérite un débat en France, et je le souhaite qu'il ait lieu le plus tôt possible. Il faut qu'on évoque, Emmanuel Morel, la situation sanitaire. La présidente de la Commission européenne dit aujourd'hui qu'elle veut accélérer, notamment sur la recherche autour des variants. Vous êtes député européen. Comment vous jugez jusqu'à maintenant le travail de Ursula von der Leyen sur la gestion de cette crise, notamment sur les vaccins et la manière dont les vaccins ont été acquis et répartis ? Il y avait une bonne idée au départ qui était de dire on fait une commande groupée. D'ailleurs, quand on voit quand le gouvernement français s'est débrouillé sur les épisodes précédents, on se dit que c'est plutôt mieux que ce soit l'Union européenne qui s'en soit chargée. Après, il y a vraiment du retard à l'allumage, notamment avec les chaînes de production. C'est ce qu'elle dit. Surtout... Elle dit ça n'est pas nous qui sommes en défaut. C'est ça. Est-ce qu'elle n'a pas un peu pinaillé sur le prix aussi ? Alors, il y a un débat. Moi, je ne faisais pas partie des négociations, mais justement, c'est un peu le problème. C'est que nous, les parlementaires européens, tous horizons, on a demandé à avoir accès aux documents de négociation et notamment aux contrats. Et c'était une opération transparence que la Commission avait promis. Et ce qu'ils nous ont donné, en fait, c'est des textes complètement caviardés où il y a les 2 tiers des informations qui manquent. Ça, si vous voulez, ça entretient... Ça, c'est quand même un problème fondamental du Parlement, enfin de la Commission européenne. C'est pas la première européenne. fois que ça arrive. Non, parce que je me souviens d'avoir déjà parlé avec vous, notamment au moment sur du traité de libre-échange. Exactement. C'est la même chose. C'était la même quasiment chose. de rentrer nu dans la pièce, vous aviez droit à un stylo, pas de téléphone. Enfin, et d'ailleurs, c'est la même chose qui nous est arrivée. Il y a une culture du secret qui est quand même assez stupéfiante. Il y a une culture du secret qui est insupportable. Parce que, surtout dans un contexte où les gens ont la trouille
où toutes les thèses complotistes les plus folles circulent, dans ce cas-là, on est obligé de rendre compte aux citoyens européens et de le faire dans la transparence. Et ça a été une faute politique très grave. Alors elle essaye de rattraper un peu le temps perdu, mais de ce point de vue-là, le mal est fait. Oui. Alors en même temps, il y a des espoirs. Hein. Là, on est un 4e vaccin qui va rentrer pour être observé par l'Agence européenne du médicament. Le vaccin russe ? Non, c'est le vaccin, oui. c'est Johnson & Johnson. Oui. Le vaccin russe, je vais vous dire, c'est pareil. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il soit l'otage de la géopolitique, le vaccin russe, parce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un danger de cette nature, en quelque sorte ? Je réagissais à un certain nombre de collègues, et même de ministres européens, qui disaient, comme c'est russe, par principe, on n'en veut pas. Parce que c'est Poutine... Oui, on les a regardés un peu de haut quand ils ont dit qu'ils allaient faire... Oui, n'empêche que si ça se trouve... Alors on va le voir, parce qu'il faut que ça passe toutes les étapes. Ça pourrait être conditionné c'est-à-dire de demander à Emmanuel Macron de faire mezzo voce, par exemple, sur Navalny, en échange d'une livraison... Pas du tout. Regardez, Madame Merkel elle-même qui a dit qu'elle n'était pas contre le fait de regarder si le vaccin russe fonctionnait. Ça ne l'empêche pas de critiquer le gouvernement russe sur son traitement de l'affaire Navalny. Non, mais on ne va pas faire dans le nationalisme vaccinal au moment où on a quand même des millions d'Européens qui attendent le vaccin. Cet argument. Oui, mais moi je le récuse. Je pense que si c'est un vaccin qui fonctionne et qui est autorisé par les autorités européennes, il faudra l'utiliser, comme le vaccin français, un jour, j'espère. Parce que ça fait partie aussi des moments un petit peu humiliants de la vie de député français, c'est de voir que notre pays, qui a autant de chercheurs et d'ingénieurs de talent... Mais vous disiez tout à l'heure, la recherche est dans un piteux état. Oui, mais il faut regarder aussi les investissements dans la recherche publique, c'est navrant. Alors que le problème du principe de précaution n'est pas aussi... qui a été inscrit dans la Constitution, n'a pas freiné la recherche. Là, en l'occurrence, ça ne joue pas, c'est au point de vue européen. Non, je ne crois pas que ça joue. Qu'il faille vérifier quand même... les vaccins, ça me paraît nécessaire. On ne va pas vacciner les gens avec des produits qu'on ne connaît pas. Mais j'ai bon espoir que les choses s'accélèrent. Après, Mme von der Leyen avait donné un objectif de 70% d'Européens vaccinés d'ici le mois de juin. On n'y sera pas. Mais j'espère qu'on ira très très vite, d'autant plus que nous, on est très à la traîne, les Français. Parce qu'on a la même répartition, sauf qu'on est 25e sur 27 en Europe. Je pense qu'il est temps d'accélérer. Ouais, un tout petit mot très rapidement, Emmanuel Morel. Il y a un député, La République En Marche, qui va déposer une proposition de loi pour interdire l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge d'une mission de service public. Est-ce que ça vous semble une bonne initiative de bannir l'écriture inclusive ? Je ne suis pas du tout un fanatique de l'écriture inclusive. Ce que j'aimerais déjà... Que l'Académie française a qualifié de péril mortel pour la langue française. Je ne sais pas si c'est un péril mortel, parce que moi, je crois au génie de la langue française qui s'adapte à tout, y compris aux obstacles. Mais en tout cas, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on apprenne déjà bien correctement le français, la lecture, l'écriture. Et vous savez que l'écriture inclusive, ça pose aussi des problèmes pour les gens qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Donc si c'est pour mettre encore un plus de foutoir dans la tête, je ne crois pas que ça soit nécessaire. Merci beaucoup, Emmanuel Morel. Merci on n'a pas dit un mot de votre parti. Tout roule, tout va bien. Tout va bien. 2 ans, vous l'avez créé. Il prospère, il progresse. Ah oui, mais on a terminé. C'est la oui, non, mais voilà, ça suffisait. Merci. Bon, merci, j'avais promis qu'on dirait un petit mot. Merci beaucoup, Agnès Le Cossec, et à toute l'équipe technique. À très vite. Au Pakistan comme en Afghanistan, les Hazaras sont régulièrement pris pour cible. Ce peuple chiite appelle à l'aide une fois de plus, mais le gouvernement ignore ces cris de désespoir. Al-Qaïda, l'État islamique, les talibans, il est vrai que la région concentre toutes les franchises de l'extrémisme sunnite qui poursuivent les minorités chiites de leur vindicte. Face aux massacres répétés, ces hommes et ces femmes sont prêts à prendre les armes. Les négociations de paix parviendront-elles à calmer ces tensions? Reporter en terre chiite, à voir sur France 24 et France24.com.